voudrais introduire le professeur Abdoulaye Bathily, que beaucoup d'entre nous connaissent très bien et souvent par sa participation comme homme politique à l'édification de notre pays. Il a eu des responsabilités comme dirigeant de parti, mais aussi comme membre du gouvernement et aussi membre de la société civile, comme dirigeant du mouvement estudiantin. Et bien entendu, pour nous, en particulier ici, dans cette salle, c'est un historien. Un historien qui a écrit un ouvrage fondamental pour comprendre l'importance du fleuve Sénégal dans la dimension, disons, un lien qui fasse que cet espace est organisé autour de ce bassin et que ce bassin étant partagé entre plusieurs communautés historiques est toujours d'actualité. Ce qui fait que le titre de sa conférence d'aujourd'hui est très évocateur. Le fleuve Sénégal, son rôle dans l'intégration de la Sénégambie et l'ouverture au monde atlantique. Sans plus attendre, parce que nous sommes un peu en retard, donc, professeur, vous avez la parole. Conférence inaugurale, terme peut-être trop important, parce que je voudrais ici surtout ouvrir la conversation sur le thème général de cette conférence internationale. Mais auparavant, je voudrais, comme disent les Nigérians, tout protocole observé dûment, remercier Babacar Fall de m'avoir associé à cette importante manifestation. Et par la même occasion, féliciter, me réjouir de la tenue de ces différentes manifestations qui marquent le bicentenaire du traité de Ndiao. En effet, ça pourrait être l'occasion de contribuer à l'éducation du public sénégalais, surtout les nouvelles générations, sur un chapitre important de l'histoire du Waalo et par-delà le Waalo, un chapitre important de l'histoire du Sénégal et de l'Afrique en général. J'ai été heureux de cette proposition et je l'ai acceptée tout de suite, non pas parce que j'aurais quelque chose d'extraordinaire à présenter à ce public ici réuni, qui connaît autant que moi le sujet, mais par devoir d'amitié. M'associer à un hommage à Boubacar Bari, pour moi, relève d'un devoir personnel. Boubacar Bari et moi, nous cheminons depuis 50 ans, sans interruption. Depuis l'an de grâce 1966, nous nous sommes retrouvés à l'IFAN, au département d'islamologie. Lui, exilé de Guinée, moi, exilé intérieur. On s'est retrouvés à l'IFAN, parce que j'étais exclu du Britannique militaire de Saint-Louis. Je cherchais du travail et j'ai abouti par hasard à l'IFAN comme technicien de laboratoire. Et Boubacar Bari, exilé de Guinée, également dans ce même bureau que nous avons partagé avec, à un moment donné, Camara Lai, le fameux écrivain, avec Paulo Fernando Moreas Farias, qui faisait une thèse sur les Almoravides, qui était aussi exilé du Brésil après le coup d'État
de Joao Goulart, en 1964, tous les progressistes, les communistes et autres ont fui le Brésil. Et il a atterri à Lifon avec José Gonçalves d'Angola, lui aussi exilé. On s'est retrouvés dans ce même bureau. Rawan Mbaye, fameux islamologue, traducteur d'arabe. Donc c'était un mélange assez détonnant. Et depuis 1966, donc, je suis avec Boubacar Bari dans le même bureau. Et ensuite, on s'est retrouvés à la faculté des lettres, au département d'histoire, comme étudiants, dans le feu des luttes étudiantes de l'époque. Lui, membre du comité exécutif de l'association générale des étudiants et élèves guinéens au Sénégal. Moi, au titre de conseil d'administration, plus tard du comité exécutif de l'Union démocratique des étudiants sénégalais. Donc c'est un compagnonnage qui s'est étendu dans la durée, qui a pris de l'épaisseur, puisque nous sommes devenus non seulement des amis au quotidien, nos familles sont mêlées. Sa fille Souadou et ma fille Naé, depuis l'enfance, sont encore ensemble. Nous avons connu des malheurs similaires. Je pense à notre regretté Aïda, qui nous a quittés, avec également Nansa. Bref, Bari et moi, certains d'entre nous nous considèrent comme des jumeaux. À tel point que notre secrétaire du département d'histoire, que certains connaissent ici, Rosalie, a tendance à nous confondre. Quand elle me voit, elle dit Bari. Quand elle voit Bari, elle dit Bati. Bref, je voudrais dire ici que Boubacar Fall a eu l'heureuse initiative de célébrer cet homme. Et je le dis sans embâche, c'est le meilleur historien de notre génération. Au-delà de son œuvre monumentale que nous célébrons, qui est d'une qualité exceptionnelle, c'est également un homme de cœur, généreux d'esprit, de cœur, fidèle en amitié. Au-delà de ses talents académiques, c'est un homme dans toutes ses dimensions. Et il est bon que les hommes de leur vivant soient célébrés. Parce qu'après la mort, qui est de toute façon inévitable, il ne sera pas là pour écouter. Et je pense que c'est une chose extraordinaire que de le faire de son vivant, et il le mérite amplement. Nous avons eu l'occasion, avec la distinction que l'Association américaine des études africaines lui avait donnée, de le faire à Dakar. Et le faire aujourd'hui, sur cette terre du Wallo, à laquelle il a consacré son œuvre magistrale, que ce soit fait ici. Donc, cela étant dit, je vais essayer d'introduire le thème qui m'a été proposé. Le fleuve Sénégal, comme tous les cours d'eau dans l'histoire des civilisations, a joué un rôle important dans la vie économique, dans la vie de relations entre les communautés. On ne peut pas écrire, comme on le sait, l'histoire de l'Égypte
sans parler du Nil, le Congo, la Gambie ici tout près, le fleuve Niger. Et le fleuve Sénégal a cette particularité que, étant un des cours d'eau les plus permanents, à la lisière du désert, et joué un rôle exceptionnel dans l'histoire des peuples qui le portent. Et de ce point de vue, le traité de Diaou et les phénomènes de colonisation agricole, cela a été indiqué au départ, s'inscrit dans une perspective historique de longue durée. Je n'aurai pas le temps de développer, je voudrais indiquer quelques repères à ce niveau. Ce rôle dans l'intégration de la sous-région sénégalienne, d'une part, et d'autre part, comme matrice de ce qu'on peut appeler cette culture ouest-africaine. Je n'aurai pas besoin de le dire devant un parterre de personnes qui connaissent bien ce sujet, autant que moi. Toute la période précoloniale, jusqu'au XVIe siècle, le fleuve a vu s'élaborer un modèle de dimension économique, culturelle et politique assez spécifique qui a forgé la personnalité historique non seulement de la Sénégambie, mais de l'Afrique de l'Ouest. En regardant les travaux des préhistoriens, des historiens, de cette longue période de plusieurs millénaires, on constate que ce fleuve navigable, pratiquement sur 1000 km, de Saint-Louis au Rocher Frélou, près de Médine, a vu au fur et à mesure des migrations, au fur et à mesure des rencontres entre différentes populations à différentes périodes, des structures économiques qui ont marqué la particularité de ce bassin fluvial. L'agriculture, si on se rappelle les chroniques arabes, dès le XIe siècle, par exemple, la chronique d'Al-Bakri, le Kitab al-Masalik, qui parle de l'importance des échanges des produits agricoles tout au long de la vallée. Les céréales, mais aussi certains arbres fruitiers dont on connaît le rôle dans l'économie locale. Au-delà de l'agriculture qui s'est développée dans cette région et qui s'est étendue dans tout l'ouest africain,
un commerce intense entre le Sahara, le Sahel tout au moins, et l'Afrique de l'Ouest. C'est développé. Au-delà de l'agriculture, la métallurgie également. Les travaux de Bokoum, Amadou Bokoum, sur la métallurgie. La métallurgie du fer, qui a joué un rôle très important dans cette région et qui s'est répandue dans toute l'Afrique de l'Ouest. Avant le XVIIe siècle, il y avait un commerce intense de produits métallurgiques. Le fer. Al-Zouri, au XIIe siècle, disait que dans cette région, les gens qui ont maîtrisé l'usage du fer ont pu assurer leur suprématie sur les autres qui n'en avaient pas. En réalité, avant l'intrusion européenne, s'est développé un groupe social, pratiquement une corporation fondée sur le travail du fer. Que ce soit les Diaogo et même un peu plus loin, vers le haut du fleuve, entre le fleuve Niger et le fleuve Sénégal. Ceux qui maîtrisaient les techniques de la métallurgie se sont même imposés du point de vue politique, que ce soit les Diaogo, que ce soit même ce qu'on sait de l'histoire de Soumangrou Kanté, le roi forgeron. D'autres types de corporations dans le secteur économique, les tisserands, les maboubés. Mais également, dans le cadre toujours de l'économie, on a vu tout au long du fleuve, pendant les siècles, se développer des groupes marchands qui ont essaimé dans le cadre du commerce à longue distance dans toute la vallée et au-delà, et qui ont marqué de manière spécifique cette région, notamment l'histoire de la vie de relations entre les différentes communautés. Les corporations de marchands, que vous les soulignez, on appelle les Djoula, avec à la clé le développement de parlers spécifiques. Dès le XIe siècle, il y avait cette langue de communication interethnique qui s'est créée dans les communautés marchandes qu'on appelle par exemple la langue azère. On appelle ça le Setunko Sefre, la langue des gens de Tichit. Parce que Tichit était le principal centre commercial dans ce qu'on peut appeler le Haut Moyen-Âge. Une langue de communication qui était un mélange de berbère, de langue mandingue, soninké, mandingue, etc. Et par la suite, le Khassonké, le Djoula, plus tard, la langue Djoula, qui est aussi une langue de marchand, et qui ont contribué à intégrer les populations par-delà les groupes ethniques spécifiques, par-delà les langues d'origine spécifique. Ces langues ont été des outils d'intégration.
Et à partir de ces développements, cet essor de l'économie, de la vie de relations, comme on le sait, les États se sont également consolidés, les empires, tous les empires, que ce soit l'empire du Ouagadougou, Ghana, que ce soit l'empire mandingue, l'empire des Askia, dont l'empire de Gao, se sont appuyés sur ces transformations économiques et culturelles pour assurer leur hégémonie politique dans la vallée et au-delà. Symptomatique à cet égard, par exemple, est le cas du fondateur de la dynastie des Askia, Askia Mohamed. Askia Mohamed, ses parents sont venus d'un petit village près de l'actuel Kaïdi. Et par cette émigration commerciale, ils sont allés jusqu'au Niger, en fait dans la vallée du Niger, se sont intégrés au monde de Soraï et ils ont formé en fait les communautés musulmanes et marchandes qui par la suite se sont imposées sur le plan politique. Comme on le sait, Askia Mohamed a fait un coup d'État contre le fondateur de la dynastie Songhai, le célèbre Soni Ali. Et le Tariq el-Soudan, le Tariq el-Fetash parlent abondamment des relations qu'entretenait cette dynastie des Askia avec leur territoire d'origine, la moyenne vallée du fleuve Sénégal. Au-delà de cette période qui marquait une identité spécifique et un développement autonome des sociétés de la vallée qui allait vers une intégration de plus en plus poussée sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel et même sur le plan religieux avec l'expansion de l'islam. L'intrusion européenne va donner une nouvelle orientation. À partir du XVIIe siècle, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, avec ce chapitre très connu sur lequel je n'ai pas besoin d'insister, la traite des esclaves, une nouvelle orientation est donnée à l'histoire de la vallée. Les origines de ce commerce, tout le monde le sait, ce commerce, ce trafic humain, l'œuvre magistrale de Abdoulaye Ly, sur le site et les origines de Saint-Louis, qu'il a publié dans les notes africaines, mais et surtout sa thèse sur la Compagnie du Sénégal. Et bien entendu, pour ce qui concerne le Wano, Boubacar Bari l'a suffisamment développé cette période. La traite obéit à une stratégie européenne, non pas de conquête territoriale tout d'abord, mais de conquête des hommes, de prise des hommes par la violence. Mais au-delà de l'exportation des hommes par la violence que ça génère et les perturbations de la vie sociale, il y a d'autres dimensions. La perturbation de la vie économique. Et un des éléments les plus importants, c'est que on voit, et à travers
les récits d'exploration, si vous lisez les récits du père là-bas et d'autres, dans les archives, Boubacar Bari a fait référence à ça, tous ceux qui ont étudié les archives de cette période, du XVIIe et XVIIIe siècle, on voit très naturellement comment progressivement le fer ouvragé importé d'Europe va se substituer aux productions métallurgiques locales. Comment les produits textiles venus d'Europe vont s'imposer au détriment du textile local. Le textile local, au XIe siècle, Al-Bakri parlait abondamment de l'importance du trafic des produits textiles tout au long de la vallée. C'était au XIe siècle. Mais à partir du XVIIIe siècle, pratiquement, comme en Inde d'ailleurs, les Anglais l'ont fait, les Français aussi vont imposer, à cause de l'ambiance générale de guerre, de destruction, de désordre, les tissus européens vont s'imposer à la manufacture textile locale. Le commerce de l'or, qui était florissant à l'époque de la traite du commerce transsaharien, va prendre maintenant d'autres voies, la voie atlantique. L'ouverture à l'Atlantique bouleverse l'économie régionale, bouleverse la vie de relations et crée des fissures dans tout le système des échanges locaux. Les Djoulas traditionnels vont prendre de plus en plus la route des caravanes d'esclaves. Et donc, l'autonomie économique, si on peut parler ainsi, va se perdre de plus en plus. Et même les productions agricoles locales vont être soumises aux effets pervers de cette demande européenne. Non seulement la force valide est pompée par le trafic négrier, mais également le rôle des céréales locales va changer de direction, puisque ces productions céréalières locales vont être dirigées vers l'entretien des convois d'esclaves. J'ai moi-même consacré un chapitre de ma thèse et puis un article dans le Journal of African History sur le rôle du mil dans le trafic négrier. Parce que les cargaisons d'esclaves venant du haut du fleuve par bateau, pour qu'ils arrivent, ces cargaisons arrivent à bon port à Saint-Louis, avant d'être expédiées vers les Amériques, il fallait entretenir. Il fallait les nourrir, ces esclaves. Pendant 40 jours de traversée que durait le voyage, pratiquement de Caille, en fait, je parle de Caille, je parle des comptoirs de Touba-Bounkané, des comptoirs aux environs de Bakel, des comptoirs du Boundou. On faisait venir les esclaves dans ces différents comptoirs, on les gardait avant l'arrivée, pendant plusieurs mois, quelquefois, pour l'arrivée des bateaux. Et il fallait les entretenir, les nourrir. Donc, on fait le tour pour ramasser la production de mil pour entretenir les captivés. Et quand les esclaves venaient aussi à Saint-Louis, il fallait là aussi les entretenir.
Donc, il y a une double perturbation qui est créée par ce trafic négrier sur les productions locales. L'exportation de la main-d'œuvre valide, mais également ceux qui restaient, ceux qu'ils produisaient. Il y a une concurrence, non seulement pour la nourriture locale des gens qui restent, mais également il fallait que les négriers se saisissent également des productions locales pour entretenir leur captivité. Donc on connaît très bien le système négrier, comment il fonctionnait. Boubacar Bari l'a suffisamment démontré à travers son ouvrage et puis d'autres auteurs, n'est-ce pas, ont évoqué ces questions-là. À tel point que souvent le débat sur le rôle de la traite est biaisé, parce que les gens ne voient pas toutes ces dimensions-là, très souvent. On se livre à des petites statistiques en disant oui, il y a tant d'esclaves exportés, donc on fait des projections purement démographiques qui ne correspondent pas aux réalités même de l'impact, à l'impact multidimensionnel de la traite négrière. Eh bien, à la fin du XVIIIe siècle, progressivement, la traite a décliné, comme chacun le sait, et il fallait trouver un substitut à la traite. C'est de là qu'est venue l'idée de la colonisation agricole. Parce qu'il était devenu difficile de maintenir le rythme des bateaux négriers et puis les révoltes en Amérique, dans les îles, perturbaient suffisamment le système. L'émergence de la manufacture, les progrès scientifiques, les difficultés politiques, les guerres en Europe, les guerres de la Révolution et de l'Empire, tout cela rendait de plus en plus, sinon obsolète, en tout cas, de plus en plus techniquement même difficile de poursuivre le système négrier. Il fallait le remplacer par autre chose. De là est venue l'idée que, au lieu de transporter les esclaves en Amérique et dans les îles pour produire la canne à sucre, le coton, l'indigo et tout cela, eh bien, pourquoi ne pas le faire sur place? C'est de là qu'est venue l'idée, comme chacun le sait, Boubacar Bari l'a suffisamment étudié dans ses ouvrages, l'idée de la colonisation agricole. Ce n'était pas dans le but de chercher, comme on le sait, l'intérêt des populations du Wallo, d'ailleurs. Dans tous les comptoirs, j'ai étudié, pour ma part, le fort de Bakel a été fondé en 1817, aussitôt après la reprise de possession du Sénégal, la cession du Sénégal par l'Angleterre à la France. Et dans les journaux de tous les postes à l'époque, il fallait montrer que il est nécessaire maintenant de chercher un substitut aux esclaves à transporter. Il faut des produits locaux. On va produire de l'indigo sur place, on va produire du coton sur place, et tous les produits tropicaux qui sont aux Amériques et dans les îles, les faire sur place. Et maintenant, les esclaves, les utiliser pour ces plantations. Et dans le cadre des politiques d'abolition, on ne parlait plus d'esclaves, on parlait d'engagés à temps. Engagés à temps. Pour la production. Au même titre qu'au même moment où le Wallo, le baron Roger, évidemment, lançait cette politique, disons, concrètement sur le terrain, sous l'impulsion du gouverneur Schmaltz, eh bien, à Bakel, c'était exactement la même chose.
il était tenté. Sauf que, bon, là-bas, le terrain était plus montagneux et plus impropre que la vallée, qui était quand même, qui avait un espace beaucoup plus ouvert et plus propice au développement. Mais très vite, évidemment, la colonisation, comme on le sait, cette colonisation agricole a échoué. Non pas parce que ce n'était pas adapté, mais de plus en plus, au bout de quelques années, on s'est aperçu qu'au fond, ces cultures-là ne peuvent pas tellement se développer dans un contexte où il y avait l'adversité politique locale. Tous ces traités-là, au même moment, il y avait le traité de Yao, à Bakel aussi, c'était exactement les mêmes traités. Si vous regardez la liste de tous les traités, c'est exactement le même modèle d'ailleurs. Le modèle de Yao, c'est le modèle avec le Touka de Diabou, c'est ainsi de suite tout au long de la vallée. C'est exactement. On s'est aperçu qu'il y avait une crise dans l'économie, dans cette période de transition entre la traite négrière et on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas faire la colonisation agricole sans la conquête territoriale. Pour que ça réussisse, il fallait la conquête territoriale, la pacification des populations. Et la stratégie militaire a pris le dessus. La période pratiquement des années 1820 jusqu'à 1890, l'accent sera mis sur la conquête militaire. Parce que les populations étaient rebelles à la colonisation, à leur expropriation par les colons, et il fallait casser ces rébellions, non seulement au Wallon, au Fouta, au Galam et au-delà. Et Faidherbe, justement, est venu pour cela. C'est lui qui a systématisé la politique de conquête. Le Kanya Forstner a suffisamment développé cet aspect. The French conquest of the Western Sudan study in military imperialism. La conquête française du Soudan occidental, étude sur l'impérialisme militaire. Les militaires ont pris le dessus pour casser toute résistance, non seulement au Fouta, malgré les guerres civiles et même à cause de cela, les rivalités entre les Almamis, mais les tentatives de la Jomar, il fallait en finir avec ça. Casser politiquement les États, désorganiser, ce qui désorganise évidemment tout le système économique. Et toute la seconde moitié du 19e siècle a été ça. Le fleuve s'est trouvé dans une situation de désordre organisée par la conquête coloniale. L'autonomie politique a été progressivement cassée par l'expansion coloniale et l'économie coloniale, pour ceux qui en restaient, il fallait installer tout au long du fleuve maintenant, avec ces expéditions militaires, des commerçants qui vont à l'ombre des militaires réorienter tout le système de production et tout le système économique. Que ce soit l'or, que ce soit le mil,
Et tout ce qu'il y a le long de la vallée, à l'ombre des expéditions militaires, les traitants ont été installés, les sous-traitants ont été installés, les maisons de commerce ont été installées, qui ont contribué également à casser l'organisation sociale des Djoula, qui essayait tant bien que mal de s'adapter. Et même les traitants, certains ont pu faire des affaires, il y a eu des cas de réussite, mais globalement, ils ont fini par être également éliminés par les grandes maisons de commerce qui se sont installées à l'ombre des militaires. Donc le 19e siècle a été cette période, et ce qui va être décisif dans la perte de l'autonomie des populations du fleuve et même leur désintégration, c'est la nouvelle stratégie imposée par la colonisation après la conquête. Quand la conquête a été pratiquement terminée, le Cayor et tout, non seulement la Sénégambie, c'est l'arachide qui a été décisif. Le fleuve, une fois que l'économie arachidienne s'est installée, le fleuve a perdu de son intérêt. Le fleuve est devenu marginalisé. Et le Dakar-Niger, la construction du Dakar-Niger a achevé pratiquement le fleuve du point de vue économique. Et une autre fonction nouvelle a été donnée cette fois-ci au fleuve dans le dispositif économique de la colonisation. C'est une fonction de pourvoyeur de main-d'œuvre. Non seulement vers le bassin arachidien, avec ce qu'on appelle le phénomène des navetans, mais également dans les villes naissantes de la côte. L'émigration de couleur à Dakar, que Abdoulaye Bara Diop a bien décrit, entre dans ce cadre-là. Dans le haut-fleuve, c'est l'émigration d'abord vers le bassin arachidien, de Thiès, du Sine Saloum surtout, de la Gambie, et à la fin de la colonisation, c'est vers la France que pratiquement tout le fleuve et les régions historiques du Gala, toute la main-d'œuvre a été happée vers la reconstruction industrielle après la Seconde Guerre mondiale. Donc le fleuve, à partir du XVIIe siècle, on peut dire qu'il est entré dans une période de lente agonie. Désorganisation, réorientation au service de la colonisation et perte de ce qui faisait son identité à l'ère précoloniale. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, on voit que les différentes sections du fleuve n'ont pas pratiquement plus de relations les unes avec les autres. Aujourd'hui, vous prenez la route, vous allez jusqu'à Bakel, jusqu'à Caille. Il n'y a plus de vie de relation en tant que telle. Évidemment, la constitution des territoires coloniaux, Mali, Mauritanie, Sénégal, Guinée, d'une part, et d'autre part, ce qui est encore plus grave, même après les indépendances, il n'y a pas eu de stratégie d'intégration pour ressouder les différentes sections entre elles, pour reconstituer
à travers une véritable politique d'intégration régionale. C'est ce qu'on voit. Du côté guinéen, bon, les vicissitudes politiques aidant, c'est l'émigration. Le Fouta était devenu un ensemble marginal dans le territoire guinéen. La partie du fleuve au Sénégal est marginale par rapport au reste sénégalais. La partie, entre guillemets, mauritanienne est aussi marginale avec l'exploitation minière en Mauritanie qui a pris le pas. Bref, la vallée du fleuve Sénégal est devenue un ensemble composite du point de vue économique, du point de vue humain, du point de vue culturel. La vie de relation s'est pratiquement arrêtée. Et bien entendu, avec l'espoir des barrages, l'OMVS qui a lancé, on semblait voir à l'horizon une nouvelle politique. Mais malheureusement, jusqu'ici, cette politique des barrages a surtout consisté à des projets État par État. Même si, au niveau énergétique, on peut parler de Manantali, on peut parler du barrage de Diama, etc. Et puis des nouveaux projets énergétiques. Mais chaque État simplement veut en tirer, on profite. Mais il n'y a pas une stratégie d'ensemble pour faire revivre le fleuve dans un ensemble sous-régional cohérent. Et même à l'intérieur des États, il n'y a pas une stratégie d'intégration des différentes composantes des espaces territoriaux étatiques. On parle de navigation sur le fleuve Sénégal. Est-ce que cela va faire revivre le fleuve? Il faut voir. C'est cela, aujourd'hui, le drame du fleuve qui a été, dans l'histoire, un élément d'intégration, un pôle d'accélération du progrès économique et social, et qui, avec les différentes phases successives de l'ouverture à l'Atlantique, c'est-à-dire le système colonial et le système post-indépendance, jusqu'ici, cherche sa voie. Voilà donc ce que je voulais, à titre d'introduction, jeter dans le panier comme élément de discussion. Je vous remercie de votre attention. Cette projection de ce qu'on va appeler la proto-histoire, ou même la préhistoire, contemporaine nous permet de tisser et de passer par des voies transversales pour rejoindre. Donc cette équipe dorsale que constitue le fleuve Sénégal, dont le Bocabari a entrepris l'étude de l'embouchure de Wano, et bien entendu après il est remonté ensuite pour étudier la Grande Sénégal. Donc je vais passer la parole au professeur Barry, simplement une note personnelle que certains d'entre vous connaissent très bien. Mon titre d'honneur, c'est d'avoir été son premier étudiant de maîtrise. Donc, ce qui me donne souvent une sorte de droit d'aînesse par rapport à tous les autres, en quelque sorte, que j'ai eu en fait l'occasion de présenter publiquement il y a 2 ans à Denver, lorsque l'American Historical Association lui a donné donc, le Distinguished Africanist of the Year Award. J'étais là et donc j'ai voulu aussi me présenter et le présenter comme étant non seulement important dans ma vie à moi, mais important dans ce qu'on appelle prosaïquement l'école de Dakar d'une manière générale et qui dépasse largement l'université de Dakar. Donc sans plus attendre, parce que nous sommes vraiment pressés par le calendrier, nous avons un peu débordé
par rapport à la première séance. Donc, je vais donner la parole tout de suite au professeur Boubacar Bari. Compte tenu réellement de mon émotion ce jour-ci, de me retrouver à Richard-Toll avec tous les honneurs pour le travail que j'ai effectué sur le royaume du Wallo. Je dois dire que je rends grâce à Dieu. Parce que lorsque je venais pour la première fois au Wallo, en 1968, il y a près de 50 ans, pour amorcer mon travail sur le terrain pour mon mémoire de maîtrise qui portait le titre bien précurseur de traité de Guillaume, le Wallo du traité de Guillaume à la conquête coloniale, donc de 1819 à 1851. Et c'est à partir de ce travail que j'ai prolongé, j'ai fait ma thèse au 3e cycle, en remontant dans le temps depuis le 15e siècle jusqu'au 19e siècle, qui a donné lieu à cet ouvrage. Je ne pouvais donc pas imaginer réellement que ce travail m'aurait mené à cette connaissance qui fait aujourd'hui que le royaume du Wallo a été édité à 2 reprises en français, a été édité en anglais, en espagnol et en portugais. Et je me réjouis parfaitement ce matin d'entendre le maire annoncer la traduction en Wolof. Parce que le royaume du Wallo doit être rendu aux populations dans leur langue, dans leur culture, parce que cet ouvrage a été écrit pour eux, une compréhension des faits que nos ancêtres ont vécus, afin de, comment dirais-je, de pouvoir réfléchir sur le présent et préparer l'avenir. Et juste une jonction qu'on aurait pu faire, si vous lisez le traité de Guillaume, parce que à l'époque, moi je ne comprenais pas bien Wolof, donc je disais le traité de Guillaume comme les Français, le traité de Guillaume. Et si vous voyez, le traité il est en annexe. Et vous voyez que le traité a été signé en smart chez le blanc, mais il y a la liste de tous les dignitaires du Wallo. Et il est mentionné aussi tous les avantages que ces dignitaires obtenaient du gouvernement français, ce sont les coutumes adressées aux Yaoundé, au Wallo, au Ram, au Diogoma, et ainsi de suite. Donc la liste était là. Donc pour une question de transparence dont on parle aujourd'hui, on voit bien que ce traité est transparent parce qu'on sait ce que chaque dignitaire du Wallo devait avoir comme coutume par rapport à la cession des terrains du Wallo. Peu importe le jugement qu'on peut porter aujourd'hui sur ce traité, mais l'étudier nous permet de voir effectivement quels sont les pièges. Et on dit même il y a des confusions dans la perception de ce traité. Et pour les Français, c'est une cession définitive des terres du Wallo. Ils pouvaient s'accaparer de n'importe quelle terre du Wallo, c'était dans le traité. Mais pour les Wallois, ce n'était pas cette idée du tout, c'était des concessions qui étaient accordées provisoirement à des étrangers qui assurent la culture du coton, du tabac, et ainsi de suite. Donc vous voyez bien que l'histoire, ce n'est pas uniquement les faits, mais c'est l'analyse des faits, mais c'est en même temps notre rapport à ce passé. Je pense que j'ai rempli quelque part mon rôle d'historien en faisant ce travail scientifique sur le royaume du Wallo, avec des erreurs, bien sûr, personnellement faites, mais je fais partie d'une école à laquelle je dois rendre hommage, c'est l'école de Dakar. Et tous les collègues qui sont dans cette salle, qui sont certains de mes anciens étudiants, et comment dire, ils peuvent savoir notre dette envers nos maîtres et ce que nous devons effectivement transmettre à nos étudiants pour qu'ils poursuivent notre travail. Nous avons essayé de faire tout. Et c'est vraiment un plaisir pour moi de remercier tous les maîtres qui ont tracé le chemin. Et Abdoulaye Bakili a parlé de Abdoulaye, la compagnie du Sénégal. Notre génération s'est occupée de la période du 15e au 19e siècle, de la période de la tête première. Et vraiment le maître à penser de cette période-là, c'est Abdoulaye. Nous devons lui rendre hommage. Nous devons lui rendre hommage.
Et à 90 ans, Abraïli a eu la prouesse de rééditer son ouvrage, La Compagnie du Sénégal, qui avait presque 50 ans. Il a fait une postface magnifique qui était impuissante d'intelligence et de perspective, reprenant l'ensemble des travaux qui ont été faits pendant la période pendant laquelle il s'occupait de la politique. Et, comment dirais-je, pour montrer qu'il avait des intuitions dans la Compagnie du Sénégal qui ont été réalisées par ses jeunes collègues, qui nous prenaient pour vraiment ses enfants, Abdel Bakili et moi, et tous ceux qui ont travaillé sur la période Mokhayafal, Mamadou Diouf. Donc c'est une continuité avec l'histoire. Et je dois rendre hommage et saluer la mémoire de mon épouse, Aïda Sow. Elle est historienne, beaucoup ne le savent pas. Et elle a fait son mémoire de maîtrise sur les traités entre la France et les États du fleuve Sénégal. Et elle m'a accompagné de tout. L'agriculture, le royaume de la terre. L'expertise. Je l'ai vu avant. Remercier Babacar Fall, son institut. Babacar Fall, tout comme Maud, tout comme Samba Kaïs dans cette salle, ont été parmi les premiers étudiants, les premières générations. On a cheminé ensemble pendant cette période-là. Ils sont devenus, non pas mes étudiants, mais mes amis, mes frères. Et je dois dire que je suis fier. Je suis fier de ce qu'ils continuent de faire parce que, comment dirais-je, aucun travail n'est parfait, mais il doit être continué par une nouvelle génération. Et vraiment, nous avons confiance que l'école de Dakar vivra. Tous ces éclats et cette partie, nous allons pouvoir déterminer nos besoins, notre interprétation de notre histoire avec les autres. Et je salue ici la présence de Pierre Lebon, qui a écrit un livre magnifique sur Saint-Louis. Et pourquoi il est magnifique? C'est parce que Dozon a essayé de mettre en évidence les deux mémoires qu'on succède, la mémoire française et la mémoire sénégalaise de Saint-Louis. Et que la difficulté de notre monde actuel, c'est l'isolement et non la prise en charge par la France de son histoire, de son histoire passée, de son histoire coloniale, et notre souci de revanche par rapport à cette histoire coloniale. Nous devons assumer. Donc, vraiment, il faut lire cet ouvrage parce qu'il est constitué de mémoire. Et nous ne pouvons pas marcher sans les deux mémoires. La colonisation est notre histoire à nous. Nous devons l'assumer. Et je voudrais donc remercier tout le monde, Mohamed Roche, qui était mon premier étudiant en maîtrise. Et je voulais, comme il le dit, qu'il continue mon rôle. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Et Lamine Diouf, qui devait faire le site Saloum, a fait l'infection, il est parti avec le national d'administration. J'étais obligé d'amener Roach auprès du professeur Klein pour faire le site Saloum. Mais c'est comme ça l'histoire. Autre chose, c'est un hasard. Un pur hasard que j'ai écrit l'histoire de Walou, c'est parce qu'à l'époque, une fois que j'avais ma licence pour faire la maîtrise, je ne pouvais pas aller au Fouta Djallon à l'époque, rentrer en Guinée pour faire des enquêtes sur le terrain. Alors, Madame Bénil Bouche, qui était maître de conférence, m'a mis sur le Walou. Je ne connaissais même pas où ça se trouvait. Je ne parlais pas Walou. Donc, j'ai découvert cette histoire au fur et à mesure, mais c'était très facile. Même nous parlons pas Wolof, j'appartiens à cette société. Chez nous, il y a les Alphaya et les Soria,
qui se bagarrent tout le temps pour le pouvoir. Ici, il y a les Dios, les Tchétchènes qui se bagarrent tout le temps pour le pouvoir. C'est la même chose. Et le Longa. Vous avez même 3, nous n'avons que 2 dynasties. Donc tout cela a fait que j'étais comme chez moi. Voilà, je suis toujours comme chez moi. Et vous serez surpris d'apprendre que je ne parle pas jusqu'à présent. J'ai des sens. Donc, et enfin, le Wallon est important, malgré sa petite taille, parce que c'est le royaume qui a eu le plus longtemps des relations avec l'Europe, pas seulement avec les Français, mais avec les Portugais, les Hollandais et les Anglais. Et c'est là qu'on peut déterminer les différentes étapes de cette évolution, les rapports entre l'Afrique et l'Europe. Et c'est là qu'on peut comprendre aussi, comment dirais-je, la thèse de Abdoulaye sur la connexion des continents, l'Amérique, l'Europe et l'Afrique. Et c'est là aussi qu'on peut comprendre davantage, comment dirais-je, les relations entre le centre et la périphérie de Samir Amin. Ce n'est pas un hasard que c'est Samir Amin qui a fait la préface de cet ouvrage, et c'est Abdoulaye qui a fait la postface de son ouvrage sur les résultats de cette recherche, en même temps que celle du Port de l'Or et de l'Arabe. Donc, c'est ça. Mais ce que j'ai eu le plus, et qui m'a été donné par le destin, c'est que je suis né à la source du fleuve Sénégal. Et Bakili est venu jusqu'à la source de Tibo. Et que le destin, le fait de rester au Sénégal pendant 54 ans aujourd'hui, a fait que j'ai fait la jonction entre la source, la moyenne, la haute et la bouchure. Le fleuve est unique. C'est pour ça que j'ai écrit la Sénégambie. C'est pas, je suis sorti du Wallon, je suis sorti du Cayor, je suis sorti du Gala, je suis sorti du Fouta-Djallon, j'ai fait la Sénégambie, qui fait la jonction entre le fleuve Sénégal et le fleuve Gambie, leur complémentarité. Et vous savez que ma plus grande joie a été de marcher sur le pont de la Sénégambie qui a été inauguré il y a un an, parce que je ne pensais pas de mon vivant voir ce pont à cause de la myopie des États-nations. On a mis un siècle pour construire un pont sur la. Donc, voilà ce qui explique que je suis passé du Wallon à la Sénégambie parce que j'avais ma thèse d'état sur le Fouta-Djallon. Cette monographie ne m'intéressait pas. C'est l'ensemble de la Sénégambie qui m'intéresse. Et comme Dieu aime bien les choses, en cette année, nous allons nous couronner un ouvrage magnifique, celui de noir qui s'appelle Michael Gomez, qui a écrit African Dominion, the Empire of Ghana, Mali and Songhai. C'est une synthèse remarquable qui nous ramène à la réalité ouest-africaine des grands empires qui doivent être le modèle de notre avenir et non pas la construction des États-nations à l'échelle du Sénégal, de la Mauritanie, de la Guinée, du Mali. Nous n'irons nulle part. Et ce travail de Michael Gomez montre la continuité de ces trois empires et montre aussi, comment dirais-je, les rôles que ces empires ont joué pour assurer l'intégration de une grande partie de la revenu national et je crois qu'on ne va pas faire passer tout ça. Voilà un peu notre trajectoire, mais aussi notre trajectoire personnelle. Nous sommes citoyens de l'Afrique de l'Ouest. Il faut que nous sortions du partage de Berlin pour non pas changer de frontière mais les supprimer. Parce qu'on ne peut pas les décider, il faut les supprimer. Pour que nous soyons citoyens de l'Afrique de l'Ouest, c'est le cadre. La Sénégambie est trop petite, c'est au moins l'Afrique de l'Ouest. Mais l'Afrique de l'Ouest est dans un cadre continental aussi, avec les autres régions du continent. C'est là l'avenir.
Et je voulais pas faire un discours. Je voulais vraiment remercier et dire à mon Yaouli que je lis toujours avec beaucoup d'intérêt ces travaux. Parce qu'il donne souvent la sensibilité interne, vraiment la dynamique interne, les tensions et les pulsions internes que quelqu'un qui n'est pas de la culture par contre. Et merci pour avoir eu le courage de célébrer le traité de dialogue. Parce que, comment dirais-je, ce n'est pas un traité de gloire, ni de résistance. C'est un traité dans lequel les Wallons étaient coincés par la pression des peuples voisins, les Noirs, les couleurs. Ils n'avaient pas le choix parce que le pays était affaibli. C'est pour ça qu'ils sont affaiblis. Donc il faut éviter que nous puissions signer des traités à notre détriment. Et que les royalties qui sont payées soient connues publiquement. Et en ce moment, il n'y a plus de... Et que nous puissions défendre les intérêts des populations parce que l'attaque contre les villes, la religion agricole sont là comme un exemple que les paysans, et les autres aussi, comment dire, sont toujours prêts à résister lorsqu'on peut accaparer leur vie. Alors je ne veux pas m'éterniser, je voudrais remercier tout le monde, individuellement, collectivement, d'avoir été à cette séance. Et je souhaite à M. Diavancé au sein de lui de continuer ce travail d'investigation, d'analyse des faits pour s'accrocher aux besoins des populations pour donner un éclairage aux hommes politiques qui puissent prendre des décisions. Vous voyez, le professeur Batilé est plus connu comme homme politique, comme historien, parce que, bon, mais il est bien historien et qui a, comment dirais-je, montré l'importance aussi du Galau, qui était un petit territoire, mais qui était à la croisée de tous les chemins de l'Afrique de l'Ouest, de tous les commerces, de toutes les influences, et qui a fait une brillante analyse sur les défis que nous avons aujourd'hui. Je veux le fleuve dans son entier, sans frontières, pour les populations qui sont les mêmes et qui ont navigué de part et d'autre pendant des siècles. On est parti d'est à l'ouest, l'ouest du sud au nord, et on continue. Ils avons tous basculé maintenant à Dakar, à Banjul, à Conakry, à Nouakchott, sur la côte. Personne ne vit là où son grand-père avait vécu. On s'est tous déplacés. Mais il faut avoir la maîtrise de ces déplacements pour construire un espace viable de l'ensemble. Et ça, la seule révolution, c'est la révolution de la distance. Il faut écouter, il faut que nous puissions communiquer, que nous puissions voyager tranquillement sur 1200 km. Dakar, chemin, nous, c'est 1200 km. On fait une semaine à cause des mauvaises routes. Donc il faut réduire l'espace et la distance entre les pour leur permettre de... Elles le font déjà, elles le font de toute façon, on n'est pas plus chez nous. Donc vraiment, je m'arrête là parce que je ne peux pas les toute la journée. Je remercie Mme Gauche et vous voyez bien, j'ai le livre ici, le livre fétiche pas le plus vieux, là de 1972. C'est la première édition du Wallon et que j'avais dédicacé à mon épouse, à ma femme chérie, mon rêve réalisé, Wakabaï. Mohamed Bolch qui est espiègle, il a dit c'est ambigu, c'est Aïda ou c'est le royaume du Wallon. Et aujourd'hui je donne la réponse, c'est les deux. Vous dites qu'il marche sur la langue et qu'il voudrait dire des choses pour tes témoignages, mais malheureusement, la non-prise de calendrier
plutôt ce matin rend l'exercice difficile. Et de toute façon, beaucoup d'entre nous sont dans des sessions où nous aurons l'occasion en fait de rendre l'hommage ou en tout cas de rappeler de connexion personnelle avec le professeur Barry. Et donc je pense qu'à ce niveau-là, nous avons assisté ce matin à la complicité donc, de ces jumeaux qui continuent de cheminer ensemble des chemins qui ne sont pas parallèles mais qui en fait se croisent et ont construit un tissu qui permet de nous porter, nous en particulier dans cette première portée au sens biologique du terme, nous les historiens de côté de Dakar et au-delà d'autres qui s'intéressent à l'histoire et même à la construction du Sénégal. Maintenant, ce matin, on a même parlé du Sénégal émergent, du Sénégal émergent. Donc, toutes ces choses-là se conduisent et, comme je disais, beaucoup d'entre vous auront l'occasion vraiment d'intervenir et malheureusement de temps presse. Et donc, nous allons conclure cette séance pour une pause. Donc, une pause dans la salle à côté et pour ensuite reprendre dans 15 minutes la session numéro 1 du matin sans importer du traité de Diop. Voilà, je vous remercie.